Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. On va pouvoir commencer. Donc, si vous êtes avec nous pour la première fois, je vous présente rapidement l'équipe. Donc, moi, c'est Florine, je suis designer graphique. Je suis accompagnée de Marie, que vous connaissez sûrement, responsable juridique et formation. Elle est aussi la plume derrière notre newsletter diffusée 2 fois par semaine auprès de plus de 6000 professionnels. Et voici Virginie, que vous allez pouvoir enfin mettre un visage sur un nom, habituellement disponible dans le chat pour répondre à vos questions. Elle est aujourd'hui devant la caméra. Virginie, c'est notre responsable mise en œuvre. Elle est chargée de l'intégration et du paramétrage des nouveaux dossiers. Parce que chez Uniterage, notre cœur de métier, c'est la gestion de la paye. On accompagne des PME partout en France, donc soit en externalisant entièrement leur paye, soit en mettant à leur disposition le logiciel Silae pour ceux qui préfèrent gérer la paye en interne. On propose un accompagnement personnalisé, aide au paramétrage initial, puis suivi régulier. Et depuis plus de 2 ans, on organise des webinaires pour vous aider à monter en compétence sur les thématiques liées à la paye. Donc, si vous souhaitez revoir les précédents, abonnez-vous à notre page Webikeo. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion de la maladie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Il viendra compléter celui-ci. Il sera entièrement consacré à la mise en pratique avec des exercices. Et comme toujours, le webinaire il sera interactif avec des sondages et des temps de questions-réponses qui viendront rythmer notre échange. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat et surtout, dites-nous dès maintenant si vous connaissez Uniterach. Je vais maintenant laisser la parole à Marie et Virginie. De mon côté, je reste disponible dans le chat avec Anne-Marie, qui est experte paye depuis 20 ans, ainsi que nos 2 référents paye, Audrey et Thomas. On sera ravis de répondre à vos questions tout au long du webinaire. On va faire notre maximum pour y répondre, donc vous inquiétez pas, s'il y a trop de questions, on fera une FAQ ensuite. Donc vous pouvez dès à présent télécharger le document dans l'onglet ressources. Et à l'issue du webinaire, vous allez aussi recevoir un mail avec le replay et le support de présentation. Et surtout, n'oubliez pas de noter ce webinaire à la fin parce que vos retours, ils sont précieux pour nous encourager et aussi améliorer nos prochains rendez-vous. Donc, merci beaucoup pour votre temps et je laisse la parole. Merci beaucoup Florine. Bonjour à tous, bonjour Virginie. Bonjour à tous. Et du coup, juste avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe qui est en chat et qui nous aide ce matin et qui nous ont aidés pour la préparation de ce webinaire. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et vous affichez du coup le plan que nous allons suivre aujourd'hui concernant le cas de César qui est malade et Exactement. pour qui on va regarder comment faire en paye. Oui. Donc, je vous présente César. Donc, César, il a rejoint RH Unit le 1er novembre 2023 sur un poste qui correspond parfaitement à ses attentes. Il est chef de projet. Son ancienneté a été reprise au 2 janvier 2020. L'entreprise applique la convention collective Bureau d'études techniques, donc Syntec, et il est sous un statut ETAM. César a la santé fragile. Son médecin lui a donc prescrit un arrêt de travail du 1er au 28 septembre 2025. On ne sait pas encore à ce stade s'il sera prolongé. César n'est pas très à l'aise avec les démarches administratives, donc il a bien prévenu son employeur de son arrêt, mais il a oublié de lui envoyer le volet 3 dans un délai de 48 heures. Oui, et donc en fait, il faut bien faire attention puisque on a bien une différence entre informer et justifier. Donc, dans le cas que vous a présenté Virginie, César a bien informé son employeur de son absence, mais il n'a pas procédé à l'envoi de son arrêt de travail et donc du coup, il ne l'a pas justifié. En tant qu'employeur, l'entreprise RH Unit pourra donc le placer en absence injustifiée non rémunérée. Faites bien attention, cette absence de justification n'est pas synonyme de rupture du contrat de travail. Puisque, comme vous le savez désormais, quand vous êtes face à cette situation d'absence injustifiée, vous devez mettre en demeure votre salarié de justifier de son absence par la production d'un arrêt de travail, le cas échéant. On a une petite nouveauté depuis le 1er juillet concernant les formulaires
d'arrêt de travail, puisque dans le cadre de la lutte contre la fraude aux arrêts de travail, on a de nouveaux formulaires qui ont été mis en circulation et qui sont dits sécurisés. Ces formulaires, ils sont utilisés à défaut d'utiliser la dématérialisation. J'en parle juste après. Donc, c'est pour tout arrêt qui est prescrit ou prolongé depuis le 1er juillet dernier, sachant qu'on a eu une petite période de tolérance cet été. Mais depuis le 1er septembre dernier, la Caisse d'assurance maladie a informé que tout arrêt prescrit via un formulaire qui ne serait pas sécurisé sera automatiquement rejeté. Dans cette hypothèse, la Caisse prend contact avec le médecin prescripteur pour qu'il utilise le bon formulaire et informe le patient qui est votre salarié. Dans tous les cas, on sait que les caisses d'assurance maladie préconisent désormais la dématérialisation dans ce domaine. Donc, comme vous le voyez dans les schémas qui sont repris, dès que vous avez un salarié qui va chez son médecin, il reçoit donc 3 volets pour son arrêt maladie. Soit le médecin envoie les 2 premiers volets à la CPM via ce qu'on appelle la dématérialisation, soit il remet l'ensemble au salarié et c'est au salarié d'envoyer le volet 1 et 2 à la CPM et le volet 3 à son employeur. Dans notre cas présent, César a également oublié d'envoyer le volet 1 de son arrêt à la CPM. Que se passe-t-il ? Et ben du coup, comme je le disais juste avant, aujourd'hui, il est quand même très courant que le médecin procède à la télétransmission et donc du coup, qu'on n'ait plus ce problème d'oubli d'envoi à la CPM. Dans le cas contraire, les règles, elles sont assez simples. Il y a un délai légal de 48 heures pour le malade pour transmettre son arrêt de travail à sa caisse d'assurance maladie. Selon les cas, on va distinguer plusieurs hypothèses. Soit c'est la première fois que César n'envoie pas son arrêt et donc du coup, il ne touchera pas d'indemnité de sécurité sociale. Soit il l'envoie tardivement et donc dans ces cas-là, on a une tolérance de la caisse qui va dans un premier temps informer le salarié en lui adressant un courrier, lui rappelant les délais à respecter. Après, si ça devient une habitude, les choses se corsent un petit peu puisque le patient salarié pourrait ne plus recevoir d'indemnité ou en tout cas, elle serait réduite. La troisième hypothèse, c'est si l'arrêt de travail n'est pas transmis avant la fin de l'arrêt de travail, et ben dans ces cas-là, on n'a aucune indemnisation qui est versée au collaborateur. Donc là, dans notre cas, l'employeur reçoit finalement le justificatif le 5 septembre. Donc, comme César avait déjà prévenu oralement le jour même de son arrêt, l'employeur choisit de ne pas lui en tenir rigueur. Donc, de son côté, il procède à la déclaration d'absence auprès de la CPAM, donc en établissant une attestation de salaire. Donc, soit en ligne ou par DSN événementiel. C'est cette attestation qui permettra à la CPAM de calculer les droits de César aux IJSS. Rappelons que pendant un arrêt de travail, le contrat, lui, est suspendu. Donc, le salarié n'exécute pas sa prestation et ne perçoit donc pas de rémunération à ce titre. Il faut noter, du coup, qu'il va recevoir ce qu'on appelle des indemnités journalières de sécurité sociale et que cette attribution, elle est soumise à conditions. Les conditions, on vous les a remises sur la présentation. On voulait juste faire un petit focus sur 2 arrêts de cour de cassation qui ont été rendus au mois de juin dernier et dont on voulait vous parler puisque les juges ont pu étudier 2 cas. C'est le cas d'un salarié qui, pendant son arrêt de travail, se rend à l'étranger et pour lequel la caisse suspend le versement des IJSS. Les juges ont admis cette possibilité puisque dans le cas où un salarié se déplace à l'étranger, on ne peut pas, la caisse ne peut pas vérifier s'il respecte ses obligations et donc du coup elle a le droit de suspendre le versement des IJSS. Et ça même si, il faut voir avec les autorisations du médecin prescripteur. Comme vous le savez, il faut être soigné sur le territoire. Le deuxième arrêt, c'est sur les conditions à remplir au moment de l'arrêt. Dans cette affaire, disons-nous, pour arrêter de dire arrêt, on avait un assuré qui ne bénéficiait pas des conditions pour être indemnisé pendant les 6 premiers mois de son arrêt et au bout de 6 mois, il finit par remplir les conditions
La question était de savoir si il pouvait bénéficier de l'indemnisation. La Cour de cassation nous dit non. Le salarié qui, au premier jour de l'interruption de travail, ne bénéficie pas des conditions pour percevoir les IJSS, ne peut pas y prétendre après. Du coup, hop. On va regarder. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on est en fin de mois de septembre, donc vient le moment d'établir le bulletin de paye de César, en tenant compte bien sûr de son absence depuis le 1er septembre. Donc la première étape consiste à déduire la période d'absence. Vous le savez certainement, il n'existe pas moins de 8 méthodes de valorisation. Pour notre exemple, on utilisera la méthode au réel. Donc, pourquoi la méthode au réel? Car en cas de litige, les juges retiendront cette méthode. Elle repose sur les heures réellement prévues au contrat, reflète le temps non travaillé et évite donc toute contestation. Donc, pour rappel, César perçoit un salaire de base de 2 000 € brut pour un contrat de 35 heures par semaine, soit 151,67 € par mois. Il est ETAM sous la convention collective Syntec et son rythme de travail est de 7 heures par jour du lundi au vendredi. Florine, je te laisse lancer l'exercice pour le premier sondage. J'ai besoin tout simplement de savoir quel est le montant de l'absence. Du coup, si on regarde le sondage, normalement, on vous a mis quelques propositions. Pas de piège, promis. Alors, on laisse un petit peu de temps parce que du coup, il y a des calculs à effectuer. Mais vous êtes déjà beaucoup à répondre. Moi, j'ai un gros suspense parce que sans mes lunettes, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous allez voir au moment du temps de questions-réponses qu'on garde pour la fin du webinaire, Virginie remettra ses lunettes. Ouais. Je vous épargne juste le reflet là. On attend encore un tout petit peu. Non, ça me paraît serré. Oui, c'est très serré. Vous êtes encore beaucoup à répondre, donc je n'ai pas envie de vous couper dans votre élan. On se dit qu'on arrête dans 5 secondes? Allez. Vas-y, Florine. Ouais, super. Alors, du coup, la majorité a répondu 1846,11 €. Alors, du coup, voici la correction tout de suite. Donc, on va tout d'abord, avec la méthode du réel, chercher à savoir combien on a d'heures en septembre. Donc, en septembre, on est sur un mois à 22 jours ouvrés, fois 7 heures, 154 heures. Ensuite, on va aller chercher le nombre d'heures réelles d'absence de César. Donc, César est absent, je le rappelle, du 1er au 28 septembre. 20 jours ouvrés, fois 7 heures, 140 heures d'absence. On va déterminer quel est le taux horaire réel du salarié. Donc, pour rappel, César a 2 000 € brut de salaire, qu'on va venir diviser par les heures réelles du mois, donc 154 heures, ce qui nous donne un taux horaire réel de 12,9870. Ce taux, on va le multiplier par ses heures d'absence, ce qui nous donne le résultat de 1818,18 €. Donc, à ce stade, son bulletin de salaire ressemblera donc à cela, donc une ligne salaire de base et une déduction d'absence à hauteur de 1818,18 €. Du coup, donc à ce stade, il convient maintenant de déterminer si l'employeur doit maintenir le salaire du collaborateur. Donc pour ce faire, on va comparer le Code du travail à la convention collective. En effet, parce que on a parlé déjà de l'indemnisation de sécurité sociale, mais il faut savoir que en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de maintenir le salaire de votre collaborateur s'il en remplit les conditions. Alors, ce maintien de salaire, il peut aussi prendre le nom de complément employeur. Ce sont exactement les mêmes notions.
On a des conditions légales qui sont posées par le Code du travail qu'on a repris sur la diapo. Et donc, du coup, pour les balayer, c'est avoir un an d'ancienneté, avoir justifié de son arrêt de travail, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné sur le territoire français. En plus de ça, on a une durée de versement qui va augmenter, varier, avec l'ancienneté de votre collaborateur. Faites attention, ça c'est une phrase qu'on va peut-être répéter plusieurs fois au cours du webinaire, mais pensez à vérifier votre convention collective puisqu'elle peut prévoir des conditions beaucoup plus favorables. Donc du coup, sur la partie droite de votre écran, vous voyez le tableau des durées légales. Et à noter que le maintien de salaire va s'appliquer sur les arrêts supérieurs à 8 jours si vous appliquez le Code du travail, puisque le Code du travail prévoit un délai de carence de 7 jours. Et du coup, on se pose la question de l'ancienneté, comment la calculer? Donc, l'ancienneté se calcule au premier jour de l'arrêt de travail. Donc, par exemple, si vous avez un salarié qui est entré le 2 février 2024 et qu'il tombe malade le 31 janvier 2025, il n'a pas encore un an d'ancienneté et ne peut donc pas bénéficier du maintien de salaire prévu par le Code du travail. Autre point important, donc toujours selon le Code du travail, les droits au maintien s'évaluent sur 12 mois glissants. On regarde donc les arrêts déjà pris dans les 12 mois précédant le nouvel arrêt afin de déterminer le nombre de jours indemnisables restants. Pensez, comme Marie le disait, on le répète, à regarder votre convention collective. Certaines conventions fonctionnent par année civile. Donc dans ces cas-là, on regarde ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Donc là, dans le cas de César, avec 5 ans d'ancienneté, selon le Code du travail, il a le droit, donc il a une carence de 7 jours, 30 jours indemnisés à 90%, puis 30 jours indemnisés aux 2 tiers. Alors faites bien attention, on parle de carence, puisque l'indemnisation du collaborateur ne démarre pas tout de suite, et on a 2 délais de carence, autant pour le versement des IJSS que pour le maintien employeur. Et parce qu'on fait bien les choses, ce ne sont pas les mêmes. Donc, vous avez le versement des IJSS qui ne démarre qu'après un délai de carence de 3 jours, donc au bout du 4e jour d'arrêt. Et le délai de carence employeur qui, lui, démarre au 8e jour de l'arrêt après avoir observé un délai de carence de 7 jours si on est sous le régime du Code du travail ou d'une convention collective qui prévoit ce délai de carence de 7 jours. Encore une fois, vous avez des conventions collectives qui sont beaucoup plus favorables. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui sur ce délai de carence peut être amené à changer puisque les dernières discussions autour du budget, notamment pour la sécurité sociale, parlaient de mettre en place un délai de carence d'1 jour d'ordre public. Donc, dans ces cas-là, sur les conventions collectives où on a la mention sans délai de carence, on aurait tout de même un délai de carence d'1 jour. Et on avait une autre discussion sur le fait d'allonger le délai de carence de 3 jours qui est observé aujourd'hui par la sécurité sociale, avec peut-être un alignement sur le délai de carence employeur actuellement. À voir. Donc là, on est tout oui. Donc, maintenant, regardons quels sont les droits selon la convention collective Syntec. Donc, ici, on voit que dans le cas de César, qui, je le rappelle, est TETAM avec une ancienneté supérieure à 5 ans, puisqu'on a une reprise d'ancienneté là dans notre cas, on a des droits qui sont plus favorables que le Code du travail. Ici, on aura sans délai de carence, un maintien à 100% du salaire pendant 60 jours, puis à 80% pendant 30 jours. Donc, César, c'est son premier arrêt en septembre. Il a donc le droit à un maintien total pendant sa période d'absence de 28 jours. On aura donc un bulletin qui va se présenter comme ceci, donc un salaire de base, une absence à hauteur de 1 818,18 € et un montant maintenu à 100%, donc 1 800,18 € également. Donc, si on s'arrêtait ici, ça voudrait dire que l'employeur est le seul à supporter le coût de l'absence et du maintien de salaire. Sauf qu'on le sait, on a l'intervention de la sécurité sociale avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale.
l'indemnisation par la sécurité sociale, elle diffère un peu du maintien employeur, puisque tous les jours vont être comptés dans l'absence, puisqu'elle elle est calculée en calendaire. Donc, vous verrez des indemnisations au titre des samedis et dimanches sur potentiellement les attestations de versement d'IJSS. On a une belle formule de calcul pour le calcul d'une journée. C'est pas la pire, hein. On a des formules, on voit juste après. Donc, pour savoir le coût d'une IJSS, il faut prendre le total des salaires rétablis sur les 3 mois civils précédant le premier jour de l'arrêt de travail, qu'on va diviser par 91,25. Pourquoi 91,25 ? Eh bien, c'est le nombre de jours moyens sur 3 mois, tout simplement. Voilà. Et qu'on va multiplier par 50%, puisque la sécurité sociale indemnise à hauteur de la moitié. Faites bien attention en cas d'absence autorisée à bien rétablir le salaire, puisque du coup, on va prendre le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait été présent. Autre point de vigilance, le plafond pour le calcul d'une IJSS a été réduit il y a quelque temps, en avril dernier. On est passé d'un plafond de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Du coup, on vous propose un nouvel exercice. Oui. Donc, Florine, tu peux lancer le sondage. Donc, ici, en septembre, je le répète, hein, César est en arrêt du 1er au 28 septembre. Donc, on va donc regarder le salaire qu'il a perçu en juin, juillet, août. Donc, en juin, il a eu son salaire de base, donc 2 000 € brut. En juillet, il a également eu ses 2 000 € de salaire de base, mais il a également perçu une prime exceptionnelle de 2 000 €, donc 4 000 € brut en tout. Et en août, il a perçu 2 000 € brut. J'ai besoin de savoir quelle est la valeur d'une IJSS. C'est parti. Est-ce que tu vois bien du coup ? Et là, je ne vois pas du tout. Tu vois pas du tout. Non, c'est trop petit. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Je vois juste la barre. Alors, la barre de progression, je la vois. D'accord. Les résultats. Là, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure, du coup. On va vous laisser encore quelques secondes pour répondre. C'est des calculs qui se font rapidement en paye ? Oui. Ouais. Alors, on va clôturer dans 5 secondes. Vous verrez, après, il y a peut-être des questions sans calcul. Peut-être. Alors, on a une majorité à 43,84 €. Alors, attends, j'affiche le corrigé ? Ouais, tu peux. Allez. Tu peux. Allez, on est parti. Donc, la réponse était de 35,74 €. Alors, on va décortiquer ce calcul. Donc, comme Marie le disait, on a un salaire qui est plafonné à 1,4 SMIC. 1,4 SMIC qui donne, donc, si je détaille, 11,88 le SMIC actuel, fois la mensualisation, donc 35 fois 52 divisé par 12, fois les 1,4, ce qui nous donne un salaire plafonné à 2 522,52 €. César a perçu en juin 2 000 €. Donc, on conserve ce montant. En juillet, il a perçu 4 000 €. Ça dépasse le plafond. Donc là, on va plafonner aux 2 522,52 €. En août, 2 000 € brut. Pour avoir la valeur d'un IJSS, on prend le montant d'une IJSS brute. Pour avoir le montant d'un IJSS brut, on additionne, c'est le direct, les 2 522,52 € qu'on a plafonné pour juillet et on ajoute les 2 000 € de juin et d'août. On divise par 91,25 et on prend 50% de ce montant. Donc, 35,74. Donc, attention, donc dans les cas qu'on avait, dans les propositions de réponse, on avait mis des petits pièges. Hein, donc, en l'occurrence, les 39,69 € qui étaient finalement l'ancienne valeur d'IJSS si César était tombé malade avant le 1er avril. Là, dans notre cas, il y a 28 jours d'absence entre le 1er et le 28 septembre. Donc, la CPM versera des IJ sur 25 jours puisqu'il y a 3 jours de carence.
soit un total versé par la Sécu de 35,74 fois 25 jours, donc un montant de 893,50 €. Donc, le montant viendra en déduction du maintien de salaire employeur. Ce qui fait qu'à l'écran, vous verrez qu'à ce stade, le bulletin de salaire ressemble à donc, ceci, donc salaire de base, moins absence, plus maintien et déduction des IG bruts. On voulait aussi faire un petit focus sur cette différence entre du coup 39 € et donc c'était 39,69 € sous l'ancien plafond et 35,74 € aujourd'hui. C'est une économie pour la sécurité sociale de à peu près 4 €. Ouais, mais c'est une charge en plus pour l'employeur. Donc là, dans le cas présent, donc, à chaque jour d'arrêt, l'employeur a à sa charge 4 € en plus. Voilà. Donc si en septembre de l'année dernière, il avait été en arrêt, la charge employeur serait moindre. Exactement. Voilà. C'est important de le préciser parce que parfois les chiffres sont beaucoup plus parlants que des lignes. Du coup, on a un traitement particulier en tant que sur le régime social de l'indemnité journalière. Parce que là, on parle d'IJ brut, mais les IJSS sont soumis à charges sociales, mais pas aux charges sociales habituelles. Uniquement un CSG-CRDS a un taux de 6,7%. Donc, en net, les IJSS représenteront donc 893,50 € moins 6,7% de charges, soit un total de 833,64 €. Donc, ce montant, deux manières de le reverser aux salariés. Donc, soit c'est la CPM qui s'en charge directement et ça passera en dehors du bulletin de paye, soit ça peut être reversé par l'employeur si les IJSS sont versés via le bulletin de paye. C'est vrai, il n'y a pas de calcul sur cette question. Donc, nouveau sondage. Quel est le nom de cette pratique quand on avance les IJSS? Exactement. Donc, si vous nous avez suivis l'année dernière, vous verrez que c'est un peu la même. Mais bon. Hop, si j'ouvre pas ici, je ne peux pas voir. Ah là là. Ouais, c'est sans appel. Ouais. Et puis là, ça va très très vite. Ouais. Je vois si on arrive à un certain seuil de réponse. Ok, c'est en train de se... Non, je pensais que ça s'arrêtait, mais vous êtes encore en train de répondre. Je ne veux pas vous couper dans votre élan. On va arrêter dans 5 secondes parce que vous êtes trop fort. La réponse, du coup. Et oui, la réponse était bien subrogation. Donc, à ne pas confondre avec le maintien de salaire, car on peut maintenir le salaire, mais sans subroger. Donc, à ce stade, le bulletin ressemblera à cela. Donc, en haut de bulletin, pas de changement. Et en bas de bulletin, donc, on applique bien les IJSS net. À ce stade, on peut voir que le net à payer avant impôt est de 1 643,36 €. Si je vous dis qu'avant de passer l'absence, j'avais un net à payer de 1 517,02 €, vous allez me dire que César est mieux payé en étant en arrêt que s'il vient travailler. Pourquoi, Marie? Pourquoi? Eh bien, comme tu l'as dit... Alors, attendez, je suis perdue. Non, c'est bon. Comme tu l'as dit juste avant, on a un taux de charge différent sur le versement d'IJSS puisqu'on a un taux de charge à 6,7% sur les IJSS, alors que s'il avait eu son salaire normal, entre guillemets, sur toute la période, on aurait eu un taux de charge à 20%. Donc, dans ce cas-là, on a un collaborateur qui perçoit une rémunération supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ce qui est une sorte d'injustice. Bon, l'idée, c'est pas de toucher plus quand on ne travaille pas. Du coup, vous avez des conventions collectives qui vont préciser le type de maintien de salaire. Donc, si votre convention collective précise que le maintien se fait en brut, du coup, le collaborateur est mieux rémunéré que s'il était présent. S'il est précisé un maintien net ou brut limité, en tant qu'employeur, vous devez faire en sorte de limiter la rémunération nette à celle qu'il aurait perçue en étant présent. Dans tous les cas, vous allez du coup trouver une ligne en négatif qui est une somme à déduire dans le brut qui porte différentes appellations. On vous les a notées sur la diapositive. Nous, on utilise le terme ajustement sur le net.
Il s'agit bien d'une retenue sur le salaire qui, en fait, est là pour... On ne vient pas retirer de l'argent qui doit être versé, c'est juste une correction de l'injustice pour que le salarié ne touche pas une rémunération nette plus importante en étant en arrêt de travail qu'au travail. Exactement. Alors, faites bien attention, le Code du travail, lui, prévoit un maintien de salaire sur le brut. C'est peut-être pour ça qu'on voit souvent la ligne. Non, justement. C'est le contraire? Oui. Voilà. Vous en faites pas, Marie est juriste, elle n'est pas gestionnaire de paye. Heureusement. Alors, donc justement, dans la convention collective Syntec, le maintien de salaire est fixé sur le brut limité. Donc, ce qui signifie que César ne doit pas percevoir plus que la rémunération d'un mois normalement travaillé. Donc, on va arriver sur les calculs que je ne vais pas vous détailler. Vous pourrez les lire, les relire. Donc, en fait, il existe des formules de calcul pour obtenir justement cet ajustement sur le net, mais elles sont assez imbuvables, indigestes, incompréhensives, appelez ça comme vous voulez. Beaucoup trop longues. Oui, beaucoup trop longues. Et donc, tout simplement, il y a 2 cas de figure. Le cas où le salaire brut est inférieur ou égal au plafond de sécu. Et ensuite, le cas où le salaire brut est supérieur au plafond de sécurité sociale. Donc, nous vous conseillons, d'utiliser votre logiciel de paye pour calculer cet ajustement sur le net. Vous allez, dans un premier temps, repérer le net à payer avant impôt et avant saisie de l'absence. Donc, dans le cas de César, sur un mois normalement travaillé, son net à payer avant impôt est de 1 517,02 €. Après saisie de l'absence, maintien de salaire, déduction des IJ et IGSS net, César a un net à payer avant impôt de 1 643,36 €. On a donc un écart de 126,34 € net en faveur du salarié malade. Ce montant, on va le convertir en brut et c'est ce montant-là qu'il faudra déduire du brut pour ne plus avantager le salarié malade. Donc, dans ce cas, on a un montant ici de 159,61 €. Donc, à ce stade, le bulletin ressemblera à cela. Donc, on a le salaire de base, la déduction d'absence, le maintien de salaire à 100%, la déduction des IJSS bruts et de l'ajustement sur le net. En bas de bulletin, petit changement, on a bien ici un net à payer avant impôt à 1 517,02 €. Alors, en plus de ça, la société RH Unit est prévoyante parce qu'elle a souscrit un contrat de prévoyance qui couvre le risque invalidité temporaire qui comprend la maladie non professionnelle. Donc, un contrat de prévoyance, c'est comme une assurance qui est souscrite par l'employeur qui permet de compléter les IJSS qui sont versés par la caisse au profit des collaborateurs ou rembourser une partie du maintien de salaire que l'employeur a fait. Faites bien attention, on ne peut pas ici faire d'exemple, on va en faire un, mais on ne peut pas répondre à des questions particulières puisque le montant et les règles de calcul sont variables parce qu'ils sont définis dans votre contrat de prévoyance. Donc, vous pouvez avoir, même au sein d'une société, des contrats de prévoyance différents en fonction de la classification de vos collaborateurs. De manière générale, on a une règle commune qui s'applique, c'est que le salaire de référence, il est déterminé sur les 12 derniers mois bruts rétablis. Petit aparté également sur cette notion de prévoyance, on a souvent la confusion entre mutuelle et prévoyance. Ce sont 2 contrats bien distincts, mais ils peuvent être gérés par le même organisme. La mutuelle est obligatoire. Légalement, la prévoyance ne l'est que pour les cadres, à vérifier après au niveau de votre convention collective. Du coup, je n'ai dit pas d'exemple, mais... on a un exemple. On a un exemple. Donc, dans le cas de RH Unit, on a un contrat de prévoyance avec une indemnisation du risque maladie à hauteur de 80% du salaire brut de référence des 12 derniers mois qui précèdent l'arrêt de travail. Et ce, après une période de carence de 3 jours sous déduction des IJSS. Donc là, on a un salaire de référence pour César sur les 12 derniers mois de 28 000 €, donc soit un salaire moyen de 2 333,33 €, soit 76,70 € par jour calendaire.
La prévoyance garantit une prise en charge à hauteur de 80%, donc soit 76,70 € fois 80%, donc 61,36 € par jour d'absence. Donc attention, de ce montant-là, il faudra bien déduire la part qu'a déjà pris en charge la CPAM, donc 35,74 €. La prévoyance versera donc un complément de 61,36 € moins 35,74 €, soit 25,62 € par jour d'absence calendaire. Donc, dans notre exemple, la prévoyance prévoit une carence de 3 jours. Donc, elle versera des IJ sur 25 jours du 4 au 28 septembre. 25 fois 25,62 € égale 640,50 €. Donc, c'est ce montant-là qui sera versé à l'employeur, car c'est lui le souscripteur du contrat. On va passer à un petit sondage. Donc, est-ce que RH Unit devra reverser les 640,50 € d'IJ prévoyance à César? Oui, non, peut-être? Peut-être. Je vois pas. Alors, du coup, on va fermer le sondage dans quelques secondes. On peut fermer le sondage, Florine, s'il te plaît. Et donc, la réponse en majorité, c'est non. Donc, on a quand même 11% de peut-être. Ouais. Le micro était coupé. J'avais spoilé en disant que ce n'était pas peut-être. Alors, donc, la réponse. Effectivement, la réponse, c'est non, car il a déjà été maintenu à 100% sur la période du 4 au 28 septembre. Il a déjà perçu son salaire habituel. Les IJ prévoyance viennent donc alléger le coût de l'absence pour l'employeur. Donc, sans les IJ prévoyance, l'employeur aurait eu à sa charge 1 818,18 € de maintien, moins les 893,50 € d'IJSS brut, moins les 159,61 € d'ajustement sur le net, soit 765,07 € de maintien. Avec les IJ prévoyance, l'employeur aura réellement à sa charge 765,07 € moins les 640,50 € d'IJ prévoyance, soit 124,57 €. Alors, donc on se doute que vous avez énormément de questions. On va regarder ça dans un instant. Et on voulait juste vous préciser que voilà, le sujet de la maladie est vaste. On sait qu'il y a des dizaines de situations possibles. Il y a aussi des sujets à traiter au cas par cas. C'est souvent le cas dans la paye. N'oubliez pas qu'on a une formation maladie dans laquelle on voit un maximum de situations avec l'étude des différentes méthodes de valorisation d'absence qu'on a effleuré du bout du doigt là. Bien effleuré. Voilà. Et qu'on a aussi un webinaire le mois prochain qui reprendra plus en détail les exercices et les calculs qui ont été présentés par Virginie aujourd'hui pour vous mettre en pratique et aussi pour vous montrer les différents aspects, en tout cas un aperçu des différents aspects de la maladie. J'ai juste vu qu'on avait des questions qui ont été mises en favori. Donc, déjà, merci beaucoup à nos comment on peut les appeler? Auditeurs, non? Non. De répondre aux questions dans le chat. Et donc, du coup, on va regarder ce qu'on a. Alors, on a une question de Marie-Laure. Comment gérer l'arrêt maladie d'un salarié travaillant moins de 150 heures par trimestre qui ne bénéficie pas à ce titre des IJ de la CPAM? L'employeur est-il tenu de maintenir le salaire? C'est la CCN Syntec. Dans ces cas-là, c'est les conditions qu'il faut vérifier. Est-ce que
Est-ce qu'on a plus de détails? C'est 150 heures. Oui, 150 heures, en fait, c'est les heures que le salarié doit au moins avoir effectuées pour avoir droit aux IJ. Alors là, écoutez, c'est un cas d'école qu'on rencontre finalement très peu souvent. Écoutez, je ne voudrais pas m'avancer sur le sujet. Je pense que on peut garder cette question dans la FAQ, effectuer, nous, de notre côté, les recherches et revenir vers vous. Là, tout de suite. Ok. Et donc... Alors, hop. Si la convention ne prévoit rien, est-ce qu'on peut prendre l'initiative de l'ajustement au net ou tant mieux pour le salarié? Une question d'Aurélie. Eh bien, c'est tant mieux pour le salarié. Parce que dans ces cas-là, on va appliquer ce que le Code du travail prévoit, et donc c'est-à-dire un maintien sur le brut. Et donc oui, c'est ça, c'est tant mieux pour le salarié. Donc dans ces cas-là, il touchera plus. Il touchera plus que s'il était présent. Ok. Hop. Et si d'autres questions arrivent, on refera un petit point question. Donc là, c'est bien parce que dans le chat, on a eu une petite question piège avec ce 150 heures par trimestre. On va vous parler d'autres pièges à éviter. Avec 2 pièges? 2 pièges, oui, exact. Donc, le premier piège étant le calcul des IJSS pour les arrêts de travail ayant débuté avant le 1er avril 2025. Comme vous disait Marie juste avant, donc le plafond des IJ a été modifié au 1er avril pour passer de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Donc, les arrêts de travail qui seraient survenus avant le 1er avril et seraient toujours en cours après le 1er avril seront toujours calculés avec le plafond des 1,8 SMIC. Donc, ce qui fait que lors du calcul des IJSS, il faudra être attentif à ne pas appliquer la nouvelle limite. Donc, par acquis de conscience, moi, je vous invite à vérifier pour ces cas que les IJSS calculés respectent bien cette limite. Parce que du coup, dans ces cas-là, on peut avoir 2 salariés en arrêt de travail en même temps et différents calculs en fonction du premier jour de l'arrêt. Donc, faites bien attention sur le traitement de votre paye. C'est pas une erreur de logiciel si 2 salariés qui sont exactement dans la même situation avec le même salaire, mais avec une date d'arrêt différente. Exactement. Et donc, le second piège, pour n'en citer que 2, des pièges, il y en a tellement, c'est celui sur le prélèvement à la source en cas de versement d'IJ sur le bulletin de paye et donc de subrogation. Fiscalement, le Code général des impôts prévoit que les IJSS pour maladies non pro soient imposables. Il faut alors appliquer le prélèvement à la source, mais qui applique ce prélèvement? Donc, 2 cas. Donc, soit c'est la CPM si elle verse les IJSS directement aux salariés, donc dans le cas où on ne fait pas la subrogation, soit c'est l'employeur s'il fait de la subrogation puisqu'il se substitue à la CPM en tant que payeur. Donc, dans le cas de la maladie non professionnelle, le prélèvement à la source sur les IJ, lorsqu'elles sont subrogées, est limité dans le temps. L'employeur est tenu de soumettre les IJ au PAS pendant 2 mois uniquement. Donc, au-delà des 2 mois, il n'a plus en fait à soumettre les IJ au PAS. Quand je dis 2 mois, j'entends les 2 mois par 60 jours de date à date. Le délai commence à courir dès le premier jour d'arrêt. On ne tient pas compte des 3 jours de carence sécu, c'est bien dès le premier jour. Si votre salarié revient, même pour une seule journée, il faudra effectuer de nouveau le même décompte de 60 jours à partir du 2e arrêt de travail. Alors, effectivement, il aurait été intéressant de voir les prochains bulletins de paye de César, mais malheureusement, le temps nous manque aujourd'hui et nous pourrions en parler pendant des heures. J'espère que cet exemple vous aura permis de comprendre les différentes lignes que vous pourrez retrouver sur un bulletin de paye avec maladie non professionnelle. Voilà. On a également une autre ligne qui s'ajoute depuis quelque temps maintenant, qui est l'acquisition des congés payés sur la maladie. On vous propose du coup de revenir dans les grandes lignes sur cette question de l'acquisition
des congés en arrêt maladie. Alors, ça commence à dater maintenant, même si on a l'impression que c'était hier. Mais on a des textes qui ont été ajoutés du coup au Code du travail via la loi qui s'appelle la loi DADU, qui est une transposition des règles de droit de l'Union européenne dans le droit national. Même si on a ces nouvelles règles, encore une fois, j'ai l'impression de dire cette phrase tout le temps, mais bon, n'oubliez pas de vérifier votre convention collective parce qu'elle peut être déjà beaucoup plus favorable que l'ancien régime. Donc, n'hésitez pas à la vérifier. Et donc là, on va vous proposer un petit retour en arrière, puisqu'il y a maintenant 2 ans, la Cour de cassation a écarté l'application du droit français en matière d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie au profit du droit européen. Et elle a donc admis qu'un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pouvait prétendre à l'acquisition de congés payés. Si vous vous souvenez bien, le Code du travail, il ne prévoyait pas cette acquisition. L'absence pour maladie non professionnelle n'étant pas du temps de travail effectif, on n'avait pas d'acquisition de congés payés. On vous l'a mis sur la diapo. Sur la maladie pro, on avait une acquisition complète, mais qui était limitée dans le temps, puisque un salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail était absent, mais conservait l'acquisition de ces 2 jours et demi ouvrables par mois, mais dans une limite d'12 mois. On a eu du coup le droit français qui s'est adapté au droit européen et désormais un salarié en maladie non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés payés avec un maximum de 24 jours par an. Si on parlait en jours ouvrés, du coup, sur l'acquisition, on est à 20 jours ouvrés par an, soit 1,66 jours par mois. Voilà, donc au lieu d'avoir les 25 jours complets, si vous avez un salarié qui est absent sur toute une période de référence, il ne va pas acquérir ces 25 jours, mais 20 jours. Sur la maladie professionnelle et l'accident du travail, on a le verrou de la limite des 12 mois qui a disparu. Donc, si vous avez un salarié qui est en arrêt AT-MP, il continue d'acquérir des congés payés pendant toute la durée de son arrêt. Donc, que ce soit 3 ans, 3 mois, 3 jours, voilà. On aura toujours une acquisition. La loi DADU a été plus loin que l'arrêt de la Cour de cassation puisqu'on a des modalités qui ont été mises en place. Là où on avait aucune obligation d'information puisque pas d'acquisition de congés payés, désormais, en tant qu'employeur, vous avez une obligation d'information du nombre de jours de congés acquis très souvent, c'est sur le bulletin de paye qu'on le met. Du coup, en plus des modalités pratiques, on a une rétroactivité qui a été mise en place. Du coup, sur les salariés qui sont en poste, vous avez un délai de forclusion qui a été mis en place et un salarié, du coup, peut faire sa demande jusqu'au 24 avril 2026. L'air de rien, c'est bientôt. Ça arrive très vite. Et du coup, si on prend le cas de César, qui est actuellement en poste, s'il avait été absent de mars à mai 2011 pour un arrêt de travail maladie non professionnelle, il peut demander à son employeur, donc à RH Unit, les jours qu'il a perdus. En fait, c'est des jours, on dit jours perdus, mais c'est les jours qu'il n'a pas acquis du fait de sa maladie, parce que à l'époque, le droit ne le prévoyait pas. Et donc, on a ce délai qui a été ouvert pour les salariés toujours en poste, qui est un délai différent pour les salariés dont le contrat est rompu, puisque les salariés qui sont sortis au moment de la publication de la loi ont un délai fixé à 3 ans pour faire leur demande de congés non eus. On va les appeler comme ça. En plus de ça, on a eu une période de report qui a été fixée à 15 mois. Donc, du coup, faites bien attention en fonction de la durée d'absence de votre salarié. Ce délai va
potentiellement disparaître si le salarié ne revient pas. Dans tous les cas, on donne beaucoup plus d'informations, d'exemples dans notre formation dédiée aux congés payés. En plus de cette acquisition légale, ou en tout cas nouvelle, on avait une petite règle. Vas-y, dis-le. Non. Voilà. On a également le cas de la franchise. En off, Marie parlait d'honnêteté et pas de franchise, mais voilà. C'est un jeu de mots entre nous. Voilà. Donc, effectivement, on a la règle de la franchise qui dit qu'un salarié qui a jusqu'à 4 semaines d'absence dans l'année continue d'acquérir l'intégralité de ses 30 jours ouvrables de congés payés. Donc, au-delà de 4 semaines d'absence, l'acquisition des congés pourra donc être réduite. En fonction du mois d'absence dans l'année, le salarié bénéficie d'un nombre de jours de franchise par rapport à l'acquisition des jours de congé. Le nombre total de la franchise annuelle a été fixé à 28 jours, à raison de 2,54 jours par mois sur 11 mois, arrondi à l'entier supérieur. Une régularisation est donc à prévoir à chaque période de fin d'acquisition. Donc, exemple, César est absent en août. Il va avoir 7 jours de franchise pour son arrêt initial, donc juin, juillet, août. Donc 2,54 jours x 3, 7,62 arrondi à l'entier inférieur, donc 7 jours de franchise. Donc, dans l'hypothèse où il serait absent du 4 au 9, son acquisition de congés payés serait totale puisqu'il est absent 6 jours avec une franchise de 7. Par contre, s'il est absent du 4 au 16 août, son acquisition sera proratisée. Ça va être à vous. À combien s'élèvera l'acquisition de César sur le mois d'août? Donc là, on retourne dans des calculs. Exactement. Voilà. Du coup, le sondage a été ouvert par Florine. Je crois que c'est le meilleur calcul pour la fin, là. Alors, on va vous laisser un petit peu de temps du coup. Donc, on a un salarié qui est absent du 4 au 16 août. On a une franchise au mois d'août qui est égale à 7 jours. Exactement. Allez, on va laisser encore quelques secondes pour répondre. On va pouvoir clôturer le sondage. Alors, du coup, on a... alors, c'est assez serré. On a 28% à 2,02 jours, 34% à 2,41 jours, 26% à 2,5 jours et 12% à 1,45 jours. Du coup, eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, le mois d'août comporte 31 jours calendaires. L'absence du 4 au 16 août est de 13 jours calendaires, mais on disait juste avant qu'on avait une franchise de 7 jours. Donc, soit 6 jours retenus dans le calcul de la franchise d'acquisition. Donc, l'acquisition des CP par rapport à la présence est donc de 2,5 jours ouvrables fois 31 jours calendaires en août, moins les 6 jours divisé par 31. Donc, on est sur la présence à une acquisition de 2,02. Au titre maintenant de la maladie, comme nous l'avons vu précédemment, César peut acquérir 2 jours par mois en cas d'absence complète sur le mois. Donc là, dans notre exemple, on va proratiser cette acquisition par rapport à son absence. Donc, on part des 2 jours qu'on divise par 31 et on le multiplie par les fameux 6 jours retenus dans le calcul de la franchise. Donc, soit une acquisition de 0,39 jours au titre de son absence.
Donc, César, en août, il aura donc acquis 2,02 jours de présence, plus 0,39 au titre de son absence, soit 2,41 sur le mois d'août, avec du coup cette prise en compte de la période de maladie. Donc, attention, votre logiciel sera sûrement bien paramétré, mais un contrôle en fin de période avec les jours d'absence et de franchise est conseillé, afin de ne pas léser le salarié. Du coup, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu. On aurait pu, si ce webinaire s'était tenu le 9 septembre. Exactement. Sauf que il se tient le 16 septembre et qu'on a eu des arrêts très récents dont on vous parle maintenant, puisque, comme vous le savez, du coup, avec le droit de l'Union européenne, la France est incitée à se mettre en conformité sur de nombreux points, et on a notamment la question du report des congés payés qui avait été une grande question en 2024 et qu'on n'a pas du tout abordé dans le cadre de la loi DADU, donc qui a mis en place l'acquisition. La question de savoir si un salarié avait droit au report de ses congés payés s'il tombait malade et qu'il était placé en arrêt de travail pendant ses congés payés, avait été complètement omise de la loi. On savait déjà qu'on était contraire au droit européen, puisque je pense qu'on vous l'a dit plusieurs fois aussi, le droit européen distingue arrêt de travail et congés payés. Pour lui, ce sont deux périodes d'absence qui n'ont absolument pas la même finalité. Ce sont ces définitions qui sont souvent reprises par la Cour de cassation, puisque l'arrêt de travail, c'est une période qui permet aux salariés de se rétablir, alors que le congé payé est une période pour le salarié de loisirs, de détente, de repos, en tout cas pas de rétablissement. Et du coup, les deux congés ont une finalité différente et on ne pouvait pas les confondre. En tout cas, au niveau européen, on ne doit pas les confondre. Et notre droit actuel, où vous avez un salarié qui est placé en arrêt de travail alors qu'il est en congé payé, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la première cause de l'absence, qui était le congé payé. On envoyait quand même ce qu'il fallait, l'attestation de salaire pour que le salarié puisse toucher les IJSS. Mais côté employeur, vous restiez sur une indemnisation au titre des congés payés. Exactement. Sauf que en juin dernier, la France a été mise en demeure de se mettre en conformité avec la directive sur le temps de travail européen, puisque notre droit a été jugé non conforme et ne permettait pas de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, puisqu'il ne permettait pas le report des congés payés en cas d'arrêt de travail pendant ces congés payés. On avait une cour d'appel, c'est la cour d'appel de Versailles, qui en mai 2022 avait déjà adopté la position de la Cour de justice, enfin en tout cas du droit européen, qui avait du coup accordé à un salarié le report de ses congés payés. Cette règle existait, mais du coup au niveau d'une cour d'appel. On n'avait pas de transposition en droit ni de décision de la Cour de cassation. Et vous le savez, la Cour de cassation, elle est créatrice de droit. Dès qu'on a une solution de Cour de cassation, on sait qu'on a un droit nouveau. Donc, comme je vous le disais, la Cour d'appel de Versailles avait du coup jugé qu'un salarié qui tombait malade pendant ses congés pouvait prétendre au report de ses congés payés. On avait même à l'époque le ministère du Travail qui conseillait aux employeurs de mettre de côté les anciennes règles pour appliquer la jurisprudence de 2022, sans rien faire pour autant. Et puis, on a eu, du coup, l'arrêt de Cour de cassation du 10 septembre dernier, dans lequel, là, on a une mise en conformité complète par rapport au droit européen, puisque même les juges de la Cour de cassation, comme je vous le disais, reprennent les règles et les définitions. Et du coup, un salarié qui est placé en arrêt de travail pendant ses congés payés aura droit au report s'il notifie
son arrêt de travail à son employeur. Donc, en fait, à partir du moment où vous allez produire l'attestation de salaire, vous n'allez plus mettre votre salarié en congé payé. Vous le mettrez en arrêt de travail et les jours qui étaient normalement prévus ne sont pas perdus pour autant. Ils sont remis dans le compteur. Donc, à ce stade, on n'a pas plus de détails sur... on n'a pas de cadre juridique dans le Code du travail pour connaître si on a un report particulier, si on se cale sur le report de 15 mois. Enfin, voilà. Pour l'instant, on sait juste que le salarié qui est placé en arrêt de travail pendant ses congés payés peut prétendre du coup au report. On va voir ce que nous réserve l'avenir sur cette question. Ce que je vous propose, comme on a encore beaucoup de temps, c'est de faire un petit tour de questions. Je ne sais pas si on a beaucoup de questions dans le... Alors... Bon, je mets mes lunettes. Alors... Comment se passe l'acquisition pour un salarié en temps partiel thérapeutique? Il n'y a pas vraiment de différence en fait. Donc c'est une question d'Isabelle. On n'a pas. En fait, le salarié en temps partiel thérapeutique, juridiquement, il est considéré comme un salarié en temps partiel. Et on le sait, le salarié en temps partiel, il acquiert de la même manière qu'un salarié à temps plein. Parce qu'il va devoir poser de la même manière qu'un salarié à temps plein. Question sur les derniers jours travaillés. Un salarié travaille le matin et en arrêt maladie l'après-midi. Comme la CPAM nous précise que toute journée commencée n'est pas assimilable à de la maladie, peut-on mettre l'après-midi en absence justifiée non payée sur le bulletin? C'est une question de Laetitia. Alors, je relis. Pardon. J'ai mes lunettes. Alors, un salarié travaille le matin, est en arrêt maladie l'après-midi. Comme la CPM nous précise que toute journée commencée n'est pas assimilable à de la maladie, peut-on mettre l'après-midi en absence justifiée non payée sur le bulletin? Alors après, dans tous les cas, ça va dépendre de la convention collective. C'est ça. Déjà, elle pourra au mieux ou au pire des cas, tout dépend de quel côté on se place, être payée si la convention collective prévoit un maintien de salaire au titre de la maladie sans carence. Alors ensuite... Je sais qu'on a eu pas mal de changements sur les derniers jours travaillés par la sécurité sociale. Donc à voir... Alors, je suis pas sûre qu'une absence justifiée non payée sur le bulletin de paye, ce soit... ça puisse passer. Ouais. On traitera peut-être la question dans la foire aux questions pour regarder les dernières communications de la sécurité sociale en la matière. Alors, Annabelle, si un salarié est en arrêt au milieu de ses vacances, il reste en congé payé après son arrêt? Alors, du coup, on va distinguer plusieurs situations. Soit l'arrêt maladie couvre toute la période des congés payés et à ce moment-là, du coup, il est en arrêt il est placé en arrêt de travail. Si l'arrêt maladie dépasse, à ce moment-là, on ne met pas en congé payé après son arrêt. Dans tous les cas, aujourd'hui, on ne sait pas si le salarié va être contraint de poser ses jours de congé à son retour d'arrêt maladie ou, je veux pas m'avancer, mais ça me semble assez intrusif de le placer forcément en congé payé à la suite de son arrêt. On verra si on a plus de précision par la suite. Alors, on a une question de Lila. Si le salarié envoie un arrêt de travail établi à l'étranger pendant ses congés, est-ce que cet arrêt peut être pris en compte alors que c'est un arrêt établi par un médecin à l'étranger? Écoutez, je ne pense pas. Mais peut-être que je m'avance. Vu qu'on a des formulaires qui sont aujourd'hui nationaux sécurisés, est-ce qu'on va le prendre en compte, que ce soit au niveau sécurité sociale
maintien employeur et du coup report des congés payés, c'est une très bonne question qui, je l'espère, sera envisagée par nos législateurs pour nous donner les réponses à la question. Dans tous les cas, sur la question de l'indemnisation, je pense qu'il n'y aura pas d'indemnisation sur ce genre d'arrêt de Après, travail. c'est compliqué de faire des suppositions sur suite à un arrêt qui vient de tomber. Mais très bonne question, Léa. Lila. Alors, on est en train de regarder vos questions en même temps. Alors, comment procède-t-on lorsque l'on ne procède pas à la subrogation et quand la prévoyance est payée directement aux salariés? Une question de Nadège. Alors, je ne sais pas quel est le contexte. Ben oui, le contexte. Est-ce que la question a été posée? Ça, je me dis que s'il n'y a pas subrogation et prévoyance versée directement aux salariés, je pense que ça reste. Il faudrait un contexte, mais là tout de suite, je me dirais que c'est neutre sur le bulletin. Ça ne passe pas sur le bulletin de paye en tout cas. Bien, j'aurais tendance à ouais. Je vois en fait que nos deux compères, Audrey et Thomas, nous ont laissé quand même les meilleures questions pour la fin. Je dois le dire, hein, je dois vraiment, je précise. Alors, pouvez-vous nous donner la marche à suivre lorsqu'un arrêt de travail se termine un vendredi? Alors, on a une question d'Audrey. Pouvez-vous nous donner la marche à suivre lorsqu'un arrêt de travail se termine un vendredi et que la prolongation commence le lundi, sachant que la CPM n'indemnise plus? La société doit-elle faire le maintien de salaire? Là, écoutez, on est sur un cas qui va de plus en plus arriver, je pense. En effet, la règle selon laquelle la CPM n'indemnise plus est assez récente. On n'a pas vraiment de jurisprudence sur le maintien de salaire pour l'instant, puisque la règle est récente. Et la directive qui a été également donnée au CPM est récente sur la question de savoir si on doit faire le maintien de salaire. Il faudrait déjà voir si on a des dispositions conventionnelles qui prévoient cette hypothèse. Dans tous les cas, je pense qu'on va faire les recherches pour la foire aux questions. On a quand même beaucoup de questions sur des cas situations et des cas particuliers, des situations nouvelles. En fait, on a encore assez peu de recul sur les nouvelles règles. Je ne suis pas sûre qu'en termes d'acquisition de congés payés en maladie, vous ayez eu beaucoup de... Oui, mais on ne rencontre pas encore à l'heure actuelle tous les cas de figure. Ouais. Et du coup, désolée si en tout cas pour les cas que vous avez certainement rencontrés, on ne répond pas aujourd'hui à vos questions, mais soyez-en sûrs, la recherche sera faite après le webinaire et vous aurez la réponse du coup dans la FAQ qui sera établie. Je pense que du coup, on a fait le tour. Je pense que c'est la première fois qu'on est en avance. Hop. Du coup, je propose qu'on rende la parole. Alors, attendez, j'ai un problème informatique. Ça ne marche plus. Je ne sais pas si vous nous voyez encore et si vous nous entendez encore. Ok. Alors, est-ce que
Est-ce que vous pouvez me dire si la diapo c'est bien affiché? Ok. On nous dit que oui. Ok, j'ai un souci informatique. C'est pas grave. C'est notre fameux aléa du direct. Et du coup, je fais un dernier tour, mais non, on n'a plus de questions dans les favoris. Avant de rendre la parole à Florine, on va vous remercier tous d'avoir été présents, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu dans le sondage. Merci aux équipes d'Uniterach qui nous ont aidés à préparer et à réaliser ce webinaire, puisqu'on avait quand même 3 personnes pour vous répondre dans le chat. On sait que c'est toujours très particulier, les questions-réponses, que c'est quelque chose que vous attendez. Voilà, donc on espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Dans tous les cas, sur celles où nous, on n'a pas pu répondre, on va en tout cas faire les recherches pour pouvoir y apporter des réponses. Et du coup, je laisse la parole à Florine. Hop. Merci beaucoup Marie et Virginie. On espère que le webinaire vous a permis d'y voir plus clair sur le sujet. Avant de nous quitter, quelques petites infos que je vous ai mis dans le chat. Donc n'oubliez pas le webinaire consacré aux exercices qui aura lieu le 7 octobre. Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez qu'on vous propose une formation dédiée à la gestion de la maladie. Et pour rester à la pointe des actualités paie et RH et pour continuer à apprendre sur différents thèmes, vous pouvez vous abonner à notre newsletter rédigée par Marie. Elle est entièrement gratuite. Et pour conclure, on a une offre spéciale. Donc, si vous avez un projet paye ou vous recherchez un nouveau prestataire, bénéficiez de 20% de réduction sur la mise en œuvre pour tout démarrage entre janvier et juin 2026 avec le code du webinaire MEO20. Et donc, comme nous l'avons évoqué en introduction, pensez à noter ce webinaire. Vos retours, ils nous aident à vous proposer le meilleur. Donc, merci à tous et à toutes pour votre écoute et on se retrouve le 7 octobre. Et du coup, j'en profite juste, vu qu'on se retrouve très prochainement, on fera les réponses en direct sur vos questions, on les reprendra. Et comme ça, on pourra vous répondre de vive voix sur les questions auxquelles nous, on n'a pas répondu et vous apporter du coup les réponses. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci.